Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée du dimanche, Mix the Tea, émission qui revient sur l'actualité, société, influence et télé-réalité. Et cette semaine, comme vous le voyez certainement à mon look tout en rose, on est sur une édition spéciale Saint-Valentin. Donc j'ai décidé de faire un petit make-up rose et surtout de encore une fois vous ramener mon blue parce que vous l'avez aimé. J'apprends à filmer avec de cette manière et en plus j'avoue qu'il est extrêmement chou, sauf quand il me met des coups de patte, c'est-à-dire ce qu'il s'apprête à faire dans les 5 prochaines minutes. C'est la raison pour laquelle je vous laisserai d'ores et déjà mettre pause et noter mon petit make-up et mon petit look très pink, très rose. The dress code is pink pour cette vidéo et j'espère que vous avez remarqué l'effort. Autre chose, avant de commencer la vidéo, je voulais clarifier un point et surtout donner beaucoup de force à une collègue à moi, celle qui tient la chaîne Exclu TV Off. Je sais que beaucoup d'entre vous la connaissent et suivez sa chaîne YouTube pour voir les stories des candidats de télé-réalité, mais il m'a aussi été dit que énormément de personnes qui reprennent ces stories sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter ne la citent pas. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre sa chaîne dans ma barre d'infos juste en dessous de mon sommaire et je vous le dis d'ores et déjà, mes stories sont prises de sa chaîne YouTube. Je ne compte pas barrer son nom, je rajoute juste le mien sur quelques stories que je consigne, que je raccourcis aussi moi-même, mais il est hors de question de faire de l'ombre à cette personne qui travaille énormément. Donc si jamais, n'hésitez pas à lui envoyer un petit peu de courage via ma chaîne YouTube sur la sienne en disant que vous venez d'ici et que vous voulez tout simplement lui envoyer un peu d'amour. Tout ceci étant dit, aujourd'hui on se retrouve pour un sommaire extrêmement chargé. À l'intérieur de l'émission, on va parler de la fameuse garde à vue d'Aquababe, mais aussi encore une fois de toutes les rumeurs concernant Mila Jasmine. On va revenir sur l'affaire Camille Froment, mais si vous voulez qu'on parle autre chose que télé-réalité, on va également revenir sur MrBeast ou encore Norman Tavo. Vous allez voir, j'ai 17 actualités à vous présenter, donc j'espère qu'elles vont vous intéresser. Tout ceci étant dit, je vous laisserai vous abonner à la chaîne si vous aimez l'émission, liker en masse parce que c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Pourtant, c'est quelque chose qui aide énormément les créateurs de contenu. Abonnez-vous juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, je lance le générique et on se retrouve pour une petite mise au point comme chaque semaine. Comme chaque semaine, j'aime bien revenir sur des choses qui se sont passées durant la semaine sur ma chaîne, faire une petite mise au point avec vous quand c'est nécessaire. Cette fois-ci, je voulais revenir sur ma vidéo concernant où à l'intérieur il y a l'actualité Anaïs Camizuli et toute la polémique racisme / maltraitance qu'il y a eu autour parce que beaucoup d'entre vous en plus l'ont remarqué, mon espace commentaire était un peu plus énervé que d'habitude parce que apparemment je me serais très mal exprimé sur le sujet. Je ne compte pas me justifier là-dessus parce que pour moi, j'ai pris toutes les pincettes qu'il y avait à prendre. J'ai également dit que c'était une cause qui était très importante et qu'il fallait, oui, en parler, mais pas de cette manière. Et que, évidemment, je ne faisais pas partie de cette culture. Donc, j'ai vraiment fait avec les moyens du bord tout ce que j'avais en connaissance et toutes les recherches que j'avais pu faire sur YouTube. Et sur Internet au complet, mon erreur a été de ne pas comprendre que le lissage de la petite fille a été fait avec des produits chimiques. Et oui, dans ce cas-là, c'est extrêmement dangereux. Et effectivement, ça peut provoquer des choses que une petite fille de 3 ans n'a pas besoin d'avoir. Donc c'est en ce point que je tenais encore une fois à vous présenter mes excuses comme je l'ai fait dans l'espace commentaire, mais je ne sais pas si ça a été vu par tout le monde, sur le fait que oui, j'ai pu mal m'exprimer sur certaines choses, mais j'attendais en fait de vous que vous me repreniez d'une manière très respectueuse comme 95% des abonnés l'ont fait, évidemment, en m'expliquant les choses, en me disant que ceci se dit pas comme ça mais plutôt comme ça, en m'expliquant aussi la culture des cheveux au niveau de la culture afro. Évidemment, je ne suis pas au courant, j'étais au courant de certaines choses mais vraiment en surface et j'attendais de vous que vous veniez m'expliquer de ceci en profondeur, histoire que je puisse aussi apprendre en plus de vous partager une actualité. C'est la raison pour laquelle je remercie énormément les 95% de personnes qui sont venues m'apprendre des choses, qui sont venues m'expliquer les choses de manière très très respectueuse. Et suite à cette vidéo, j'ai donc créé quelque chose sur ma chaîne YouTube, un outil incroyable que je viens de découvrir, qui sont les consignes par rapport à la chaîne YouTube. En fait, on peut mettre des consignes, c'est un peu comme sur la chaîne Twitch. Et pour ces consignes-ci, donc pour la chaîne, j'ai demandé un espace commentaire sans haine, un espace commentaire qui est une safe place, et évidemment toutes les questions sont les bienvenues. Donc j'espère que pour les abonnés et les non-abonnés, vous avez pris connaissance de ces consignes dans l'espace commentaire et qu'elles seront respectées, parce que mon but n'est absolument pas d'attiser une haine ou de me battre avec des personnes ou je sais pas, créer des polémiques, mais juste tout simplement
comprendre les choses avec vous, peu importe les sujets. Pour le coup, là, je parle d'Anaïs Camizuli, l'autre coup, on parlait de Sarah Frézou. Toujours essayer de comprendre et de s'intéresser aux choses ensemble. C'était tout pour la mise au point, mais je pense qu'elle était simplement nécessaire. On rentre dans le top actu et mon premier top actu est quelque chose que je n'ai absolument pas écrit dans mon script, j'ai juste écrit Victoria Placement parce que c'est quelque chose sur laquelle je voulais revenir avec vous, quelque chose qui me fait un peu grincer des dents à chaque fois que je vais sur Instagram et que je vois que Victoria Meo fait un placement de produit. Vous n'êtes pas sans savoir plusieurs choses. La première, c'est que des articles de loi sont en train d'être discutés et écrits afin que l'influence sur Internet soit vraiment réglementée. Parmi ces textes de loi, quelque chose qui est stipulé et qui sera stipulé est le fait d'annoncer une collaboration de manière très très claire. Pourtant, à chaque fois que je vois Victoria Meo partager une collaboration, quelque chose me dérange et vous me l'avez dit, en plus quand je l'ai partagé, vous m'avez dit que vous n'étiez même pas au courant que c'était des collaborations, c'est que comme vous le voyez à l'écran, le hashtag sponsorisé ou collaboration et le nom de la marque sont écrits en tout petit blanc sur un fond qui a des fois gris clair, donc ça se voit pas beaucoup, et surtout derrière la photo de profil et derrière son nom d'utilisateur. Donc à moins de rester appuyé sur la story et de faire disparaître son nom, on ne voit pas que c'est une collaboration. Et c'est quelque chose qui me dérange en fait parce qu'aujourd'hui on sait très bien qu'il faut l'annoncer explicitement. Et j'irai même plus loin en vous disant que je trouve ça dommage parce que du coup en fait ça fait comprendre indirectement à l'abonné ou au consommateur, ça dépend comment vous voyez les choses, que peut-être qu'il y a anguille sous roche. Pourquoi est-ce qu'on va cacher le fait que c'est une collab alors que maintenant on sait que les collabs ça existe, que ça fait vivre les créateurs de contenu, les influenceurs, les candidats de télé-réalité pour son cas, et moi je trouve ça extrêmement dommage de laisser ceci en mode mystère, en mode caché, et tout simplement en fait de créer un doute et de se dire mais si elle le cache, c'est peut-être qu'il y a un problème, c'est peut-être que la marque n'est pas si bonne, c'est peut-être qu'il y a anguille sous roche. Personnellement je trouve ça dommage et c'est pour ça que je le souligne ici, et quand je l'ai partagé sur ma page Instagram que j'ai mis, j'ai mis un screen de sa story en mettant je trouve ça dommage, patati patata, que ce soit caché, qu'on ne le montre plus. Pour moi, il y a anguille sous roche quand on fait ça, et ça peut aussi faire planer le doute chez le consommateur. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit mais attends, j'étais même pas au courant que c'était une collaboration parce que c'est caché, et je trouve ça dommage. Et je vous assure que dans les règles de l'influence, c'est censé, enfin les règles éthiques pour le moment, vivement qu'elles soient légales, on est censé le dire explicitement au début de stories ou en début de post. Et là je place Victoria Meo, mais j'ai vu des youtubeuses et des youtubeurs faire pareil, ne pas montrer leur collaboration, et au contraire je suis extrêmement content aussi, et il faut le souligner, quand on voit que maintenant il y a des candidates et des influenceurs qui le mettent en gros, limite qu'on voit plus que ça, genre le gros hashtag sponsorisé, et je trouve que ça oui c'est une bonne chose. Donc voilà, je voulais vraiment revenir sur ça avec vous, et j'espère que le message pourra passer et pourra être compris, et surtout pour vous, faites attention et regardez vraiment bien partout s'il n'y a pas un hashtag sponsorisé avant de croire que c'est un bon plan ou peu importe, faites attention. Et encore une fois, moi je trouve ça extrêmement dommage dans le sens où généralement les collaborations sont pas frauduleuses à 90%, surtout aujourd'hui maintenant qu'on sait tout ce qui se passe. Donc je trouve ça dommage de le cacher et de toujours laisser planer ce petit doute de oui mais si je le cache, peut-être qu'il y a quelque chose de mauvais, enfin je ne sais pas. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais j'avais envie d'en parler avec vous. Je suis tombé sur cette deuxième actualité du Top Actu lors de ma lecture hebdomadaire sur le Huffington Post, et je vais mettre un petit trigger warning pour les plus jeunes, même si les mots ne vont pas être très crus, on va quand même parler de... Selon ce média, les sites qui mettent des contenus ne seront plus accessibles aux mineurs en France dès cette année et dès le mois de septembre 2023, si j'ai bien compris. La France va imposer une sorte de dispositif de certification d'âge afin que ça soit empêché. C'est le Parisien qui est revenu là-dessus. Ils ont dit en 2023, c'est la fin de l'accès aux sites pour nos enfants. Les détails de ce dispositif doivent être présentés pour une mise en place dès septembre. On pouvait également lire que tous ces sites, donc pour adultes, devront s'y conformer sous peine de voir la diffusion interdite sur le territoire français, et la France sera le premier pays du monde à proposer une solution comme celle-ci. À côté de ça, le dispositif qui va être mis en place va aussi permettre de garder un certain anonymat pour les personnes qui iront sur ce genre de site, parce qu'il faut savoir que actuellement, quand tu veux rentrer sur un site de cette catégorie, on va juste avoir à
pop-up qui te demande est-ce que tu as 18 ans, oui ou non, mais en soi, n'importe qui peut rentrer et au pire, on te demande juste de rentrer une date de naissance, mais elle n'a pas forcément à être vraie. L'important pour le site est que tu aies 18 ans, mais est-ce que tu les as vraiment? Ça, on ne sait pas. Il faut savoir que le Royaume-Uni, lui aussi, tente de mettre une sorte de filtre au début de ce genre de site, tout comme la France veut le mettre, tout simplement pour pouvoir sécuriser tout ça et aussi avoir une sorte de mise en place technologique d'une vérification d'âge choisie par les sites internet. Et notre exemple, en Louisiane, aux États-Unis, il y a une loi qui oblige depuis le 1er janvier 2023 à présenter une copie de pièce d'identité pour pouvoir entrer sur ce genre de site. Et c'est quelque chose qu'on entendait parler par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'un jour ça pourrait arriver, qu'on doive littéralement donner notre carte d'identité aux médias sociaux, donc par exemple à Instagram, pour vérifier notre âge, notre identité et tout ceci pour pouvoir y être inscrit? Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense que ça peut être une bonne idée pour les réseaux sociaux également, pour les plus jeunes, pour ceux qui sont les plus sensibles, pour ceux qui ne sont pas prêts à aller dans ce monde qui est Internet, puisque mine de rien, c'est un monde. Et je vous laisserai me dire ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de vous dire pour les réseaux sociaux, mais également par rapport à l'actualité et au site. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, on est sous le thème de la Saint-Valentin. Et pour la Saint-Valentin, je voulais revenir sur une actualité et une personne en particulier. Il s'agit de Mélanie ORL. J'en ai parlé sur ma chaîne Twitch, je vous l'ai brièvement fait passer parce que je vous ai montré une photo, je vous ai demandé si c'était choquant. Avant de montrer cette photo et d'expliquer l'actualité, spoiler alerte, ma communauté Twitch ne trouvait pas du tout cette photo choquante. Et dernièrement, Mélanie ORL était en voyage au Mexique. Premièrement, elle a vécu des mésaventures. En effet, elle s'est filmée plusieurs fois à bord de nerfs. En fait, elle était en crise de nerfs et elle disait, et je cite, petit message pour ceux qui me disent, tu n'as pas honte de te plaindre, tu es au Mexique, tu as la belle vie. Je suis consciente d'avoir la belle vie et d'être au Mexique, mais en fait, j'ai le droit, comme toute autre personne, de péter un câble et d'être en crise parce qu'on a perdu ma valise. Et en effet, ça, c'est quelque chose aussi sur laquelle je reviens souvent, mais c'est pas parce que quelqu'un gagne de l'argent ou voyage ou peu importe que cette personne n'a pas le droit de se plaindre. Dans ce cas-là, Mélanie ORL s'était faite dérober sa valise, enfin du moins elle a été perdue et par conséquent je pense que comme tout le monde elle a eu le droit de se plaindre, mais ça n'a pas plu aux gens qui sont de plus en plus aigris sur internet en ce moment, j'ai l'impression. Mais ce n'est pas tout parce que cette semaine Mélanie a aussi attiré les foudres des internautes parce qu'elle a posté une photo nue dans sa baignoire et tout le monde a réagi. En fait c'était la Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin qui approche à grands pas au moment où vous me regardez et Mélanie a voulu faire un petit appel. Elle a écrit « Help aux 80% de femmes qui me suivent, identifiez un gars qui selon vous pourrait être mon Valentin ». Elle a donc posté la photo que vous voyez à l'écran sur son compte Instagram. Je vous laisserai me dire si vous trouvez cette photo choquante. Moi, je la trouve pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est que aussi Instagram l'a fait striker et qu'elle a dû reposter cette photo. Beaucoup l'ont complimenté sur sa beauté, moi y compris, mais d'autres personnes ont été commentées en disant « C'est osé cette première photo. On se prend en photo à moitié à poil dans notre baignoire. Faut pas abuser, un peu de pudeur, sérieux, va à l'église. » J'ai sondé ma communauté pense que ce n'était pas choquant et moi j'ai juste envie de vous poser une question. Si elle n'est pas nue dans sa baignoire, est-elle censée être en combinaison de ski? Ça, je voulais à tout prix vous en parler et je voulais revenir dessus sur un Spill the Tea, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps la semaine dernière. En effet, il y a eu une nouveauté sur les Sims 4 et une nouveauté qui fait ravir beaucoup de gens. On rappelle déjà qu'en juillet 2022, les Sims 4 ont vraiment essayé d'inclure de plus en plus de personnes que possible, notamment, et je cite jeuxvideo.fr, avec les orientations rajouter, mais il faut dire que dans tous les cas, les Sims avaient déjà une sexualité très fluide parce qu'on pouvait littéralement, enfin on peut littéralement faire sortir n'importe qui avec n'importe qui, on peut créer des enfants, enfin tout ça, donc c'était vraiment quelque chose qui était déjà très décomplexé. En plus de ça, ça fait maintenant quelques années qu'on peut équiper de n'importe quel vêtement, n'importe quel maquillage, n'importe quelle coiffure, ce qui pouvait vraiment donner une très bonne inclusivité au jeu. Seulement, on a ajouté quelque chose à partir du 31 janvier 2023, il y a eu des mises à jour qui ont ravi beaucoup de personnes. En effet, aujourd'hui, on peut littéralement appuyer sur la transidentité dans les personnages des Sims parce que pour vous citer le média jeuxvideo.fr, il est maintenant possible d'équiper ces Sims de binders, des fameuses brassières compressives servant à cacher la poitrine. On peut également faire porter des sous-vêtements compressifs et mettre des cicatrices de chirurgie du torse typiques des opérations de mammectomie ou mastectomie. Et on m'a été dit que ces deux noms représentaient la même opération. En plus de ça, ce n'est pas tout parce qu'on peut aussi ajouter des appareils médicaux comme des
glucomètres et des appareils auditifs. Donc c'est vraiment quelque chose que je trouve incroyable et qui permet vraiment une très très bonne inclusivité. Par exemple, via le tweet que vous voyez, on pouvait lire: ça fait 1 heure que je regarde mon moi en sim et ses appareils auditifs parce que je n'aurais jamais cru un jour pouvoir me représenter dans les Sims, mais je suis heureux que ce soit le cas. À côté de ça, je suis désolé d'en parler, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se plaignent toujours parce qu'il manque certains détails, certaines choses, certaines fonctionnalités qui ne rendent pas inclusif à 100% tout le monde. Mais moi, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on peut pas se concentrer sur le fait qu'il y a des pas qui sont faits petit à petit, que c'est un jeu et que c'est un jeu qui prend au sérieux le fait qu'il y a de plus en plus de catégories de personnes, et je mets des gros guillemets quand je dis ça, mais qui méritent en fait une plus grande inclusivité, et ils le prennent en compte et ils font en sorte que ça se passe. Donc moi, j'ai envie de mettre ça en avant et pas le fait qu'il manque 2 ou 3 choses. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose et ça m'a même donné envie de rejouer aux Sims. Avant-dernière actualité du Top Actu, je voulais revenir sur Jessica Thivenin qui refait parler niveau chirurgie esthétique. On rappelle que déjà en décembre 2022, elle nous faisait part du fait qu'elle voulait qu'elle voulait un peu lifter son visage parce qu'elle avait des signes de vieillesse. Elle a toujours été critiquée sur ses changements physiques, mais c'est vrai que dernièrement, les gens n'y vont pas de main morte avec elle. Après avoir révélé toutes les modifications de son corps et de son visage, elle a décidé de vouloir refaire le pas, enfin de ressauter le pas, pardon, et de repasser sur le billard pour faire une intervention. Ça a été très critiqué sur les médias sociaux, mais il faut savoir que les gens critiquaient aussi ses rides, notamment sur ses photos à Disneyland. Pour rappel, on en avait déjà parlé en disant que Jessica ressemblait à une mamie. J'étais d'ailleurs revenu dessus sur Mix the Tea, vous disant que selon elle, ce sont les critiques qui l'ont vraiment poussé à modifier son corps, sa tête, etc. D'autres disent que c'est à cause de Thibaut Garcia. Quoi qu'il en soit, Jessica a décidé de repasser à l'acte et de refaire une chirurgie. Attention, avant d'aller plus loin, je reprécise que chacun fait totalement ce qu'il veut, mais vu que je sais qu'il y a des plus jeunes qui me regardent, je veux mettre encore une fois une prévention par rapport à ça. La chirurgie peut faire des ravages, on en a eu plusieurs preuves, les injections également, donc réfléchissez vraiment beaucoup avant de sauter le pas. N'hésitez pas à voir plusieurs spécialistes, à consulter plusieurs chirurgiens avant de sauter le pas, parce que j'ai envie de vous faire un petit parallèle, mais il n'y a pas longtemps, Noémie Mabel est passée sur TPMP et elle nous a confié qu'elle a fait un BBL qui a été raté. Pourquoi raté? Parce que sa décision a été prise sur un coup de tête, on lui a pas vraiment laissé le choix entre gros guillemets, et elle a dit oui bien sûr, et au final elle a eu beaucoup de problèmes, elle a eu une infection, ça aurait pu partir très loin. On a aussi le cas de Luna Sky, donc c'est pour ça, faites très attention quand vous voulez faire ce genre de choses, s'il vous plaît, réfléchissez-y vraiment, réfléchissez-y. C'est ça la phrase? Quoi qu'il en soit, faites vraiment en sorte d'avoir une très bonne réflexion sur le sujet et surtout consultez autant que possible si besoin. Chacun fait ce qu'il veut, mais je suis vraiment obligé de refaire ce point de prévention. Pour en revenir à Jessica, son lifting a donc été programmé. Elle dit qu'elle était très complexée par tout ça et elle explique l'acte en détail. Personnellement, je ne vais pas le faire. Par contre, je vous préviens que sur la story que vous allez voir, il risque d'y avoir des petits détails par rapport à cette intervention et que si jamais ça peut vous choquer ou peu importe, n'hésitez pas à juste swiper la story. Mes stories que je poste durent généralement entre 30 secondes et 1 minute. Donc quand je vous dirai, je vous laisse écouter, n'hésitez pas à skipper jusqu'à revoir ma tête. Mais en gros, elle dit qu'elle préfère être honnête et faire part de ce qu'elle va faire et que dans tous les cas, ça se verra sur son visage parce qu'il risque d'être plein de séquelles, entre gros guillemets, qu'il risque d'être rempli de bleu. Elle précise aussi que c'est pas du tout le genre d'acte que son mari, donc Thibaut, aime, et je me demande si elle dit pas ça pour tout simplement montrer qu'il n'est pas à l'origine de cet acte. Je ne sais pas, je vous laisse écouter. Je vous explique où je suis. En fait, je suis à la clinique, voilà. Parce que, comme vous savez, je suis très complexée par ça, qui me dérange depuis des années. Là, ça va parce que je suis moins fatiguée, mais il suffit que j'ai un coup de fatigue, que je perde un peu de poids. De suite, ça ressort encore plus. Et du coup, voilà. Donc là, j'ai vu un chirurgien qui est incroyable. Donc je lui ai parlé des injections et tout. Il m'a dit non, ta peau elle est trop détendue. Ici, tu as trop de peau. Donc les injections, ça ne fera rien. On a parlé de solutions et il m'a dit la meilleure des solutions, c'est de venir faire une petite incision ici et de venir. Donc c'est pas un lifting parce que c'est pas tout le contour, c'est pas ça. C'est de venir faire une petite incision et retendre au niveau de la joue. Voilà. Et comme ça, je garde cette ride d'expression, mais plus tout ça. Je suis très bien, je suis très contente, j'ai pas de regrets, j'ai pas envie de retourner en arrière. Non, ça fait, pour être honnête, depuis quelques mois maintenant, je passe ma vie à me regarder dans le miroir comme ça, genre attendre ma peau de la joue.
tout le temps. Donc en fait, carrément, je pense que même moi, je l'ai détendu en plus à force de faire ça, puisque j'en pouvais plus. Donc même moi, je pense que j'ai tiré dessus à force. Après ça, les critiques ont fusé sur Twitter pour deux raisons. Premièrement, sur le fait qu'elle refait de la chirurgie esthétique, et ça en soi, comme je l'ai dit, c'est son choix et ça la regarde elle. Par contre, quelque chose qui m'a dérangé et qui a d'ailleurs été souligné par un député, Arthur Delaporte, si je me trompe pas, c'est qu'elle a snappé l'institut, elle a mis l'adresse, elle a tagué et tout ça en mode regardez, je suis allée là, c'est trop bien, ils prennent soin de moi, ils vont prendre soin de moi, j'ai l'habitude, patati patata. Alors qu'encore une fois, si on revient sur les textes de loi qui sont en train d'être discutés, ce genre de choses ne sera plus permise et personnellement, j'ai hâte parce que malheureusement ça peut vraiment donner envie à n'importe qui, ça peut aussi véhiculer un mauvais message, un message dangereux. C'est pas parce qu'elle n'a rien subi que d'autres n'ont pas rien subi, et on avait déjà vu ceci avec par exemple Magali Berda qui partageait son injectrice, qui disait en gros regardez elle est géniale patati patata, qui disait ensuite que ce n'était pas une publicité, et peut-être que ça en est pas une, mais en fait il faut faire donc vraiment la différence entre ce qu'on peut partager à toute une communauté et ce qu'on peut envoyer à notre pote en disant regarde elle est géniale. Et pour le coup des injectrices, des injections et tout ce genre de choses, je pense pas que c'est à partager à une communauté. Donc que ça soit Magali Berda, Jessica Tivna, Maëva Guénam ou peu importe, il faut arrêter avec ça, et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte que ce texte de loi passe. Je trouve ça extrêmement dangereux pour le moment et je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je pense que oui, il y a vraiment un danger là-dessous et qu'il faut faire très très attention. Finalement, Jessica est sortie du bloc opératoire en reprenant son téléphone et en mettant des stories Snapchat, nous montrant un peu son état. Je vous laisse écouter. Bon, si je n'ai pas mon visage de près en gros plan et tout, c'est tout simplement parce que je ressemble à ça, quoi. Je ressemble à un œuf de Pâques, je sais pas, ils m'ont fait un élastique de bloc opératoire. J'ai pas touché mes cheveux, j'ai rien fait parce que demain, ils vont m'enlever tout le bandage. Enfin, pas tout, hein, je vais garder les scotch et tout, mais déjà l'espèce de gros casque qui va un peu disparaître. Également parce que je fais peur. Ah ben tiens, on voit un peu à droite, je fais vraiment très peur. Je vous montre un peu comme ça pour vous... Parce que je fais pas promotion de chirurgie esthétique, ce n'est pas une promotion. Même si je vous ai expliqué ce que je faisais, en aucun cas c'est une promotion. C'est juste que je voulais vous montrer et surtout vous partager et être honnête avec vous. Là, je suis pas du tout jolie à voir, mais vraiment je voulais vous dire que quand on fait une opération, c'est pas du tout anodin. On sort quand même dans un état pitoyable. Donc voilà. Je suis un mix de boxeur, de avatar et voilà. Donc là, ça a tout été tiré. Donc forcément, ici, c'est très très gonflé. Mon œil, je peux vraiment pas les ouvrir en très très grand. Voilà, je suis vraiment très très gonflée. Donc voilà. Malheureusement, une fois ceci fait, tout le monde a pu remarquer ses bandages sur les tempes, sur le front et ses très gros cocards sous les yeux. Donc elle s'est fait lyncher sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Je vais vous lire un petit peu ce que les gens ont dit. Elle prépare Halloween 2023, elle est effrayante, mon Dieu. Le fantôme là, dans le film Un amour de fantôme, je sais pas si vous connaissez exactement le même visage. Momo ou Emily des noces funèbres, mais en moche. Une momie, frère. Elle aurait pu jouer dans The Walking Dead. Des tweets et des comparaisons qui sont plus choquantes les unes que les autres, au point où Jessica a même mis un sondage sur son compte Instagram demandant si les gens seraient capables de faire de la chirurgie esthétique, oui ou non, et si non, s'ils étaient capables de critiquer ceux qui en feraient. Ce qui, je pense, montre qu'elle devait être quand même assez touchée par ceci. Je précise également que Jessica montre absolument tout depuis qu'elle est sortie de l'hôpital. Elle veut vraiment être transparente avec sa communauté et que malheureusement, ce point-là n'est pas souligné. D'un autre côté, les gens incriminent son mari, Thibaut, et on pouvait lire « Personne de son entourage ne semble la raisonner, encore moins ce qui lui sert de mari. À son jeune âge, s'infliger tout ça, c'est triste. Il n'y a personne autour d'elle pour lui dire d'arrêter, ça devient pathologique. » Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, mais j'étais obligé de rajouter une voix off concernant la partie Jessica Tivna parce que ça ne cesse de faire parler et c'est en top tweet sur Twitter. Pour terminer avec le top actu, je voulais revenir sur le drame que vit Aya Nakamura. Selon les informations de BFM TV, il y a eu un cambriolage à son domicile et des vidéos intimes lui ont été dérobées. Depuis, elle vivrait un énorme chantage à la littéralement demandant de l'argent pour récupérer cette vidéo. Il y a une enquête qui est actuellement en cours au parquet de Meaux et je voulais revenir sur tout ça avec vous. En fait, elle préparait la sortie de son nouvel album DNK et Aya Nakamura a été contrainte de se rendre au commissariat pour déposer plainte le 24 janvier 2023.
Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle a été cambriolée le 27 décembre dernier et qu'au départ elle n'en avait pas parlé, mais que suite à ce vol il y a eu du chantage par rapport à une vidéo intime la concernant et que suite à ça elle a décidé de porter plainte. On apprend que des vêtements de luxe, des tablettes numériques et des photos intimes lui ont été dérobés en plus de la vidéo. Par la suite, un homme serait rentré en contact avec elle et lui aurait demandé 250 000 € en échange de son silence pour la non-diffusion de ces vidéos. On apprendra que Aya n'est pas venue porter plainte immédiatement pour vol, mais que dès que ça a commencé à toucher au chantage et à la vidéo, elle s'est dit qu'elle n'avait plus le choix. Son avocat a dit, quand elle a reçu ces menaces, sans équivoque, elle a décidé de ne pas en rester là. Je voulais faire un peu de prévention, en fait, je vais me servir de cette actualité pour faire de la prévention. Si vous voulez faire des vidéos intimes ou peu importe, ne les envoyez pas sur internet, ne les conservez pas. En fait, protégez-vous, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où malheureusement, ce genre de choses arrive. Non, tu ne feras pas du bisou à ton kiki maintenant, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un genre de monde où ce genre de choses peut arriver assez souvent. Donc faites attention, n'envoyez pas des vidéos nues ou des photos nues ou des nudes tout simplement à votre petit ami du moment, vous disant que ça va durer toute la vie, qu'il va jamais vous faire du mal, parce que croyez-moi, c'est possible, le mal peut arriver n'importe où. Moi je sais que je n'ai jamais fait ce genre de choses et que je ne compte jamais le faire. Je trouve ça extrêmement dangereux et je me dis qu'à tout moment ça peut être utilisé contre moi. Donc pour les plus jeunes qui me regardent, ne cédez pas à ça, et si jamais on vous menace de vous quitter ou peu importe parce que vous refusez d'envoyer une photo ou une vidéo, croyez-moi, c'est que ça en vaut pas le coup. Tout mon courage à Aya Nakamura et c'était la fin du Top Actu. Nous allons donc rentrer dans l'émission pure et dure. Pour cette première actualité véritable de Mix the Tea, je voulais revenir avec vous sur Logan Paul. Je vais me permettre de beaucoup lire mes notes parce que ce sont des choses qui sont compliquées et qui retraitent du NFT, du trading, etc. Et vous allez voir que ça ne se passe pas qu'en France avec les influx voleurs. Rappelez-vous, je vous ai présenté Logan Paul, grand youtubeur US, il y a de cela quelques semaines pour une histoire avec son cochon. Son cochon qui avait été malheureusement abandonné et retrouvé en très très mauvais état. Aujourd'hui, c'est pour totalement autre chose qu'on va parler de lui parce qu'en effet, selon le média Cryptost, Logan Paul va être poursuivi en justice. C'est une affaire dont on entend parler depuis quelques semaines si on suit les médias US et le YouTube US. Il y a plusieurs investisseurs qui se sont réunis pour faire une action en justice contre Logan Paul, un youtubeur qui a près de 24 millions d'abonnés. Tout ceci dans le cadre d'une supposée arnaque au NFT baptisée Cryptozo. Je trouve ça extrêmement ironique, sachant que, comme vous le savez, on en entend aussi parler dans le monde des influx voleurs. D'après le média Cryptost, pour vous citer, une requête a été déposée le 2 février devant les tribunaux de district de l'Ouest du Texas et les plaignants ont allégué que Logan Paul et les autres membres du Cryptozo ont organisé une sorte d'escroquerie appelée un rug pull. Dans le document officiel, on pouvait lire « L'accusé a commercialisé le projet Cryptozo en prétendant qu'en achetant le NFT, les acheteurs recevraient plus tard les avantages, y compris du staking, un accès exclusif à des récompenses et autres crypto-monnaies et le soutien d'un écosystème en ligne où NFT a un intérêt. » Pour vous la faire simple avec d'autres mots, il promettait qu'en achetant ce genre de NFT, on pouvait avoir un accès à d'autres choses et surtout un gros retour sur investissement. La phase de vente s'est déroulée en 2021 et rien n'a été délivré par Cryptozo. L'équipe a conservé les fonds, donc c'était assez étrange. Et donc dans cette fameuse requête, nous pouvions lire, peu après avoir achevé la vente de tous leurs NFT, les membres de Cryptozo ont transféré des millions de dollars de crypto-monnaies vers notamment des portefeuilles contrôlés par les accusés. Parce que oui, d'autres noms connus sont sortis, je ne vais pas vous les citer parce que je ne sais pas si vous le connaissiez tous, Logan Paul, je pense que vous le connaissiez, mais je vous mettrai évidemment des articles dans la barre d'infos si jamais ça peut vous aider. Cette histoire a démarré en décembre dernier lorsque le youtubeur Coffidzilla, aux 2 millions d'abonnés, a enquêté sur l'affaire Cryptozo et Logan Paul. Il a fait une série de 3 vidéos qui a été visionnée plus de 20 millions de fois et à l'intérieur, on découvre que les intentions de Logan Paul n'ont jamais été véritablement de délivrer quelconque jeu, quelconque retour sur investissement, mais de partir avec tout l'argent. Dans une vidéo réponse, Logan Paul a évidemment réfuté les accusations et explique qu'un développeur a volé le code du jeu et s'est ensuite enfui en Suisse et exigé 1 million de dollars pour rendre le code. Si c'était le cas, excusez-moi, mais moi si j'étais un youtubeur extrêmement connu avec extrêmement de moyens, j'aurais fait en sorte de rembourser tout le monde. Donc j'aurais fait tout ceci peut-être en tsum tsum ou du moins avec des avocats, j'aurais récupéré les codes du jeu et j'aurais remboursé tout le monde et j'aurais laissé tomber la chose. Laissez-moi vous dire, enfin dites-moi vous ce que vous en pensez si vous aviez les moyens. Attention, je n'ai pas 1 million de dollars à donner, mais si je les avais et vu le nombre d'abonnés qu'il a, les collaborations qu'il peut faire et la personne que c'est, je pense que sa société doit bien avoir 1 million de dollars, je pense. Et dans tous les cas, même s'il ne l'avait pas, c'est de sa responsabilité de rembourser les abonnés. Mais il
revient sur tout ça. Après avoir menacé CoFitzilla de poursuites judiciaires, il revient sur tout ça quelques jours plus tard. Il a décidé d'avouer ses torts et révéler un plan de relance de son jeu Cryptozo dans lequel il souhaite mettre à disposition 1000 Ether, donc c'est une monnaie de crypto-monnaie, pour rembourser les détenteurs de NFT de leur investissement initial de 0,1 ETH, donc Ether. Il souhaite même reprendre le développement du jeu. J'ai envie de vous demander qu'en pensez-vous. Je trouve ça très grave de prendre la confiance de sa communauté comme ceci, et surtout il y a une question d'argent à l'intérieur, donc pour moi oui c'est très grave et il faut faire vraiment attention avec ce genre de choses. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et c'est pour ça que je ne veux pas investir dans du NFT ou peu importe. Je ne sais même pas exactement ce que c'est, à part vous dire que c'est une œuvre d'art qui prend de la valeur dans le temps, donc ça me fait extrêmement peur en plus de ça. Et quand je vois tout ce qui se passe en France, en Amérique et certainement d'autres endroits où on n'est pas vraiment au courant, d'autres choses et d'autres arnaques sur lesquelles on n'est pas au courant, je me dis que oui, ça doit être quand même assez grave tout ce genre de choses. On retourne un peu dans la télé-réalité française et je voulais vous parler de Carla Moreau parce que, comme vous le savez, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le jeu, mais quand nous sommes sur les réseaux sociaux, on est sujet à beaucoup de critiques. Personnellement, je suis d'ailleurs en train de me forger un mental d'acier par rapport à ça. Et attention, quand je dis critique, il faut faire la différence entre les critiques positives, les critiques négatives qui sont bonnes aussi pour la personne, et moi je les prends avec grand plaisir, et les critiques qui sont juste méchantes. Par exemple, il y a des gens des fois qui viennent juste me dire, qui viennent me mettre un commentaire pour me dire ton look est pas beau, bisous, je me désabonne. Et je suis là, ah ouais d'accord, ça c'est pas vraiment constructif, mais ok. Et en fait, il faut être sujet à ce genre de critiques, malheureusement, et il faut se forger un caractère en étant sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelque chose que je suis en train de me faire, mais malheureusement, parfois, il y a celles sur le physique qui ne passent pas du tout et qui devraient vraiment ne pas être tolérées. Ça devrait d'ailleurs être dans le projet de loi, ça aussi. Par exemple, je vais vous citer Carla Moreau, malheureusement, mais dernièrement, elle a pris du poids après sa grossesse et elle ne s'en cache pas. On va même dire qu'elle prône l'acceptation de soi, une sorte de message de body positive, et c'est devenu littéralement, selon moi, un symbole d'amour propre par rapport à son corps pour les femmes et les femmes qui viennent d'accoucher. Mais selon le média officiel.fr, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là pour lui rappeler son poids et la critiquer. On rappelle que depuis qu'elle est célibataire, elle essaye de vivre sa best life, de se reconstruire. Elle est super solaire, elle a beaucoup de projets, elle se concentre sur elle-même également, sur son enfant. Elle profite du temps avec ses amis, avec sa famille et également avec Maïsan, sa meilleure amie. Sur Instagram, les deux ont décidé de poster un réel plein d'humour. Sur celui-ci, avant de vous le montrer, Maïsan fait semblant de cogner la porte du réfrigérateur sur la tête de Carla, puis elles enchaînent un peu avec des pas de danse, et malheureusement, il y a eu énormément de critiques par rapport à ce réel. Premièrement, regardez-le. En effet, beaucoup de critiques par rapport à ce réel, et je vais vous citer un peu ce que le média officiel a pris comme critique sous le post de Carla. On pouvait lire: arrête d'aller dans le frigo Carla, c'est pas bon pour tes fesses. Comment elle a grossi. Mon Dieu Carla, t'as grossi, elle a le bidin d'homme Michelin ou quoi? Elle est devenue beaucoup trop grosse, elle a pris du poids. C'est moi ou Carla a explosé depuis sa rupture? Carla de dos, j'en reviens pas. Alors stop, oui c'est cool d'utiliser le mot grosse parce que ça évite d'en faire un tabou comme le mot maigre et comme tous les autres mots de la langue française, et ça je suis totalement pour. Il faut arrêter de cacher le mot gros et grosse. Par contre, stop par rapport aux critiques sur le physique, stop par rapport au fait de dire elle a le bibin d'homme Michelin ou quoi. Est-ce qu'on se rend compte de la violence des mots qui sont employés? J'ai été sur un autre média, le courrier.vn, pour prendre quelques chiffres pour vous faire part que ce n'est absolument pas normal. Cette stigmatisation n'existe pas seulement dans les pays développés, elle est répandue dans tout le monde, et selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'obésité représente 17% de la population adulte française et 47 jeunes femmes sur 100 sont victimes de discrimination par rapport à ça. Attention, je ne dis pas que Carla est obèse, je dis juste que le fait d'être en surpoids ou aussi d'être maigre, parce qu'il faut aussi parler des personnes maigres, signifie souvent être sujet à des critiques, à des insultes. Et pourquoi en fait? Je ne comprends pas, tu vois. Malheureusement, depuis l'apparition des médias sociaux, des messages grossophobes sont camouflés sous forme de blagues et ont été vraiment très vite véhiculés partout, et c'est devenu malheureusement une normalité. La plupart du temps, cette stigmatisation est minimisée et même acceptée par la société, et c'est quelque chose qui ne devrait pas être le cas. Et quand je pense par exemple à des influenceuses comme Chloé Cooper, que j'adore et que j'embrasse si elle passe par là, elle prône un message de body positive pour, je vais pas dire la maigreur, mais pour le fait d'être maigre. Ça peut arriver, moi aussi je suis maigre, et c'est cool en fait de voir ce genre de choses, mais malheureusement elle est aussi tout le temps critiquée. Pourquoi les gens ont autant un problème avec le poids? Je ne comprends pas. Il faut
vraiment arrêter avec ça. Les gens ne se rendent pas compte de la manière dont ça peut être extrêmement violent de recevoir ce genre de critiques. Et ce n'est pas tout, parce que j'ai été plus loin dans mes recherches et je me suis rendu compte que la grossophobie impacte également le psychologique des personnes et la santé mentale. Par exemple, je vais vous lire le témoignage d'une jeune femme de 25 ans qui est atteinte d'obésité génétique. À force de tenter de maigrir sans succès, elle culpabilise en voyant sur les réseaux sociaux des personnes qui ont réussi à perdre du poids sans trop de difficultés. Cette culpabilisation est due aux commentaires du type « C'est quand même pas compliqué de manger correctement et de faire un peu de sport, mais vous aussi perdez du poids, faites comme moi en mangeant cet aliment. » Chaque métabolisme est différent, chaque santé mentale est différente, chaque aliment est différent. C'est pas aussi simple que ça, il faut vraiment arrêter là-dessus et je pense que se battre pour l'expression de son corps et l'acceptation de son corps, c'est quelque chose de beau et de bien, et quand tu es piétiné toute la journée sur les réseaux sociaux, je pense que ça doit être vraiment difficile. Heureusement pour cette personne, ou malheureusement, ça dépend comment vous voyez les choses, elle a eu 3 ans de traitement sous antidépresseurs. Aujourd'hui, elle a un travail et elle donne des conseils aussi aux personnes victimes de grossophobie, comme toujours être motivé peu importe la vie des gens, faites confiance aux médecins. Et moi, j'ai juste envie de vous dire, laissez les gens tranquilles. Et je parle pas de ma communauté, je parle des gens qui font ce genre de choses. Il faut qu'on laisse les personnes tranquilles, peu importe l'aspect, parce que certaines personnes créent des traumatismes, ils s'en rendent pas compte et c'est totalement dégueulasse. Je suis désolé de m'être un peu emporté sur cette actu, mais je pense que c'était nécessaire. J'attendrai votre avis dans les commentaires par rapport à ça. Un sujet que vous vouliez également voir, c'est MrBeast. J'ai été prendre mes informations sur Radio France. On rappelle qu'il a plus de 130 millions d'abonnés et il cesse de mettre des concepts plus fous les uns que les autres en avant pour divertir sa communauté. Cette fois-ci, il est allé très loin parce qu'il s'est lancé un défi, celui de permettre à 1000 personnes de retrouver la vue grâce à une opération bien spécifique. Pour vous citer un peu le média, il s'agit de personnes dont le cristallin est devenu opaque, un handicap que le chirurgien soigne en aspirant la matière présente sur cette partie de l'œil et en la remplaçant par un cristallin artificiel. C'est une opération qui coûte très cher et en plus de ça, MrBeast a même offert à certains patients des grosses sommes d'argent pour financer leurs études et même une Tesla à quelqu'un qui participait tout simplement à l'expérience. Oh oui, t'es beau toi, t'es beau hein, petit loup. Comment vous voulez que je travaille avec ça? La force de cette vidéo, parce qu'il y en a une, c'est de voir un millier de personnes avec une vue qui a été corrigée, qui peuvent enfin voir le visage de leurs proches, de leur famille et tout, et c'était vraiment magnifique à voir. Pour certains, cet handicap est vraiment un poids dans la vie. Ça les empêche de poursuivre leur travail ou de vivre tout simplement pleinement. Sorti il y a maintenant presque une semaine, il me semble, la vidéo au moment où j'ai écrit mon script avait déjà 95 millions de vues. Je pense sincèrement que ça a beaucoup dépassé depuis, mais elle a suscité des réactions positives et négatives. On pouvait lire la dernière vidéo de MrBeast, les émotions. J'ai envie de devenir milliardaire et de rendre la vue à toute la planète. Cependant, il y a eu aussi beaucoup de critiques. Le streamer Twitch Hasan Piker a déclaré lors d'une diffusion que la vidéo l'avait rempli de rage. On pouvait lire « C'est tellement frustrant que c'est à un gars de YouTube de décider d'en faire un contenu que les gens qui sont trop pauvres ne peuvent pas simplement voir. Il y a quelque chose de si démoniaque à ce sujet et je ne peux même pas expliquer ce que c'est. » D'autres ont décrit MrBeast comme un peu l'homme blanc héroïque qui voulait sauver toute une cause. D'autres l'ont même appelé carrément Dieu et c'était pas dans une manière... c'était dans une manière péjorative. Ils l'ont appelé comme ça parce qu'ils ont dit qu'il se prenait littéralement pour le riche homme qui pouvait rendre la vue accessible à tous. D'un autre côté, on pouvait lire un youtubeur riche avec beaucoup plus d'argent qu'il n'en aurait jamais besoin le rend en fait dans toutes ses vidéos et les gens trouvent toujours un moyen de se plaindre. Et honnêtement, moi je suis plus d'accord avec ça. Genre il fait des concepts de fou, il va toujours distribuer de l'argent et des choses et il va toujours essayer d'aider. Donc oui, s'il y a beaucoup de clics et oui, c'est pour générer aussi beaucoup de vues. Hein. Évidemment, je rends la vue à des personnes, évidemment que ça génère des clics, mais moi je pense que ce qui est important, c'est quand même le message qui est fait, non? C'est le message qui est passé. Et après, c'est mon avis et j'attendrai évidemment le vôtre dans les commentaires. Finalement, fatigué de lire tout ceci, MrBeast a pris la parole et il a dit « Je ne comprends pas pourquoi cette opération est si difficile d'accès. Pourquoi les gouvernements n'aident pas. Même si vous pensez purement du point de vue financier, il est tellement difficile de voir comment ils ne se réfèrent pas sur les impôts parce que les gens qui pourraient recouvrer la vue pourraient travailler à nouveau. » Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que la vidéo était une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'était un acte qui était à partager sur les réseaux sociaux ou simplement à garder sur soi? Je ne sais pas quoi en penser. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, je pense que c'était une très bonne chose qui a été faite
Et malheureusement, de toute façon, comme je vous l'ai dit pour Carla, on est toujours sujet aux critiques sur les réseaux sociaux et il faut faire avec. Mais je trouve ça injuste que quelqu'un qui veut juste aider, enfin pour moi c'est ce que je vois, hein. J'ai vu quelqu'un qui a voulu aider beaucoup de personnes se faire lyncher sur le fait que oui, mais il a choisi les personnes parce que du coup, il n'a pas pu aider toute la planète évidemment, mais il a quand même aidé des personnes et c'est pas souligné. Enfin si, c'est souligné, mais il n'y a pas que ça. C'est comme pour les Sims, dès qu'on fait un petit truc de bien, si c'est pas parfait à 100% et si on n'a pas tout le package et si tout n'est pas vraiment exemplaire, eh ben c'est mal fait. Et moi je suis pas vraiment d'accord, mais je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires avec respect s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette nouvelle télé-réalité Squid Game The Challenge. Non, tu vas pas manger mes cheveux, non. C'est pour revenir à peu près sur l'émission Squid Game également. C'est un tournage qui a débuté en Angleterre. Je voulais revenir dessus avec vous parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Et mes informations ont été prises sur le média Huffington Post. Comme dans la série originale Netflix, il y a 456 participants qui vont s'affronter pour remporter de l'argent. On rappelle que la série Squid Game raconte l'histoire de personnes en grande difficulté financière, prêtes à tout pour s'en sortir. Il y avait 456 participants qui enchaînent des jeux traditionnels pour enfants dans une compétition de survie. C'est une série qui est sortie en septembre 2021 et qui a eu un énorme succès sur Netflix en récoltant plus de 1,65 milliard d'heures de visionnage. Pour en revenir à la télé-réalité qui va sortir et qui est en tournage à Londres, en Angleterre, je sais pas pourquoi j'ai dit à Londres, en Angleterre, il faut savoir que selon le média The Sun, il se serait passé 2-3 choses. Enfin, le tournage ne serait pas tout beau tout rose. La première épreuve est comme dans celle de la série, 1, 2, 3 soleils. Et d'après le témoignage des participants, cette dernière s'est transformée en cauchemar. Je vais vous lire un peu mes notes. Pour vous faire simple, les studios se trouvent dans la région de Bedford, à 100 km au nord de Londres, sur une ancienne base militaire de Royal Air France, et là-bas, le chauffage n'existe pas. Les candidats ont donc passé une journée dehors sous moins 3 degrés, et à côté de ça, enfin vous allez voir, je vais un peu vous expliquer. Il y a une citation que j'ai pu prendre sur le Huffington Post qui disait « C'était comme une zone de guerre, des gens sont partis en larmes ». Les candidats sont vraiment prêts à tout pour remporter le gros pactole qui s'élève à 4,53 millions. Il faut savoir qu'ils sont restés plusieurs minutes sans bouger à des températures qui allaient en dessous de zéro, comme pour un 1, 2, 3 soleil. Certains auraient été pris en charge par des médecins et l'un d'entre eux aurait été évacué du tournage en civière. J'ai aussi lu, je sais plus où, je crois que c'était sur un autre média ou sur Twitter, que dans le 1, 2, 3 soleil, au début, on commençait par, ne pas bouger pendant 2-3 minutes, puis après c'était 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes à environ moins 3 degrés dehors. J'imagine même pas comme ça devait être une souffrance. Et après cette première épreuve, des centaines de participants ont été éliminés. Les survivants, eux, sont allés dormir dans des lits superposés, un peu comme dans la série. Mais en fait, ce qui m'a vraiment choqué, moi, c'est qu'il y a des personnes qui ont perdu connaissance, il y a des personnes qui ont littéralement vécu l'enfer pendant cette épreuve. Mais c'est un tournage télé, donc oui, c'est une télé-réalité, mais je trouve ça extrêmement dangereux. Mais bon, on n'en sait pas plus pour le moment par rapport à tout ça, mais voici ce que la prod a dit par rapport à ça. Netflix, Studio Lambert et The Garden prennent soin des participants comme l'une de ses plus grandes hautes priorités. Des pauses toilettes régulières, de l'eau et de la nourriture sont tout à fait des pratiques standards en production. Tous les concurrents ont été préparés par la production il y a plusieurs semaines qu'ils joueraient à un jeu dans des conditions froides et ont participé en le sachant. Toutes les précautions ont été prises pour s'assurer que le jeu se déroule en grande sécurité. Personnellement, je trouve ça quand même assez grave de laisser des gens à moins 3 degrés pendant 15 minutes à ne pas bouger, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le tournage reprendra bientôt parce que je pense qu'il y a une pause entre les épreuves et si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander et je reviendrai dessus sur Mix the Tea. En attendant, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous allez regarder Squid Game The Challenge? Moi, j'avoue que je pense que oui, même si ça me dérange un peu de savoir que des gens souffrent pour réaliser cette émission. J'espère que... Tu vas tomber, mon chien. J'espère quand même que ça ira pour eux et que ils ne vont pas non plus trop en pâtir. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu veux me faire des bisous? On reprend l'émission avec un peu de télé-réalité. Je voulais revenir sur Mila Jasmine, son accouchement et toutes les rumeurs qu'il y a autour de ça. On rappelle qu'elle a annoncé tardivement sa grossesse avec son mari Lorenzo. Mais le 4 février, comme je vous l'ai annoncé sur mon compte Instagram, elle a annoncé le fait qu'elle venait d'accoucher de son petit Mani Meki. Selon Blasting News, après 9 mois et 48 heures passées à l'hôpital, Mila Jasmine a donné naissance à son bébé. Comme vous l'avez vu sur la photo, elle est assise sur un lit d'hôpital lorsqu'elle nous montre son bébé. Elle écrivait « Je te promets de t'aimer toute ma vie et bien plus encore, mais surtout de te protéger ». Elle a été félicitée par énormément de ses collègues, dont les Tanti, Giuseppa, vraiment beaucoup de gens, Nicolas Lodzina. Il y a également Laura Lempicka qui est venue lui rendre visite, on va y revenir. Et très émue, elle raconte son accouchement à sa communauté. Elle dit « Grâce à Dieu, tout va bien, même si ça n'a pas été facile. Je m'étais promise de me mettre en bombe, mais je ne ressemble pas à grand chose. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Ça a été très long. Beaucoup me disent que c'est la grossesse la plus rapide qu'on ait vue, car je l'ai annoncé
l'annoncer très tard. Je ne voulais pas l'annoncer au bout de 2 ou 3 mois et que ce soit long, surtout par rapport à ce que j'ai vécu. Ça a été une épreuve très difficile pour moi. Je voulais attendre un peu plus et le plus longtemps possible pour me protéger et pour ne pas avoir de faux espoirs. Je vous laisse écouter. Que ce soit long. Donc c'est vrai que je l'ai annoncé vraiment au dernier moment. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sentent que c'est très rapide. Et surtout par rapport à ce que j'avais vécu, pour ceux qui savent, ça a été une épreuve très difficile pour moi. Et je voulais vraiment attendre le plus longtemps possible pour me protéger et pour pas avoir de faux espoirs aussi surtout. Donc voilà mes amours, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part que je suis trop heureuse, genre je suis trop émue, je suis trop contente. Et voilà. Désolée mes petits chats, je suis... Parce que pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, Mila avait en effet vécu une fausse couche. Et en vrai, je peux comprendre sa décision de ne pas vouloir réannoncer sa grossesse tout de suite. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être qu'elle a eu peur, peut-être que, en plus, quand elle a vécu sa fausse couche, elle a eu de la haine, lui disant que c'était faux ce qu'elle racontait et tout ceci. Comme d'habitude avec Mila, je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est juste pas à cause des photos Instagram qui sont prises de Pinterest, parce que si c'est le cas, il y a une différence entre prendre des stories de Pinterest et venir critiquer quelqu'un, sur le fait que sa grossesse est fausse et que sa fausse couche est fausse. À côté de ça, il faut rappeler que ça fait des semaines qu'elle fait débat sur les médias sociaux, qu'elle est sujette aux rumeurs, adoption, fausse couche, métabolisme rapide. Mila Jasmine est accusée d'avoir simulé sa grossesse. Pour le prouver, les internautes sont devenus des vrais détectives, c'est ce qui a été dit sur le média Blasting News et je trouvais que c'était une très bonne phrase à reprendre. Pour eux, en fait, le ventre de Mila est totalement faux. C'est-à-dire qu'il aurait poussé d'un coup, donc c'est impossible, elle a forcément un faux ventre, elle n'est pas enceinte. D'autres trouvent qu'elle se levait beaucoup trop facilement pour quelqu'un qui était enceinte, qu'elle n'avait pas d'essoufflement et tout ceci. Mila aurait invoqué son ban sur Snapchat pour pouvoir partir au Maroc et adopter un enfant. C'est ce qui a été dit, hein. Je ne fais que répéter ce qui a été dit. Ou encore, dernière rumeur, l'enfant serait né d'une mère porteuse, comme ça se fait beaucoup par exemple chez Kim Kardashian ou alors Paris Hilton. Des arguments qu'elle ne cesse de démentir par des snaps, par des photos, par tout ce que vous voulez, mais personne ne la croit parce que maintenant qu'elle a accouché, elle pense être laissée tranquille. Eh bien non, parce que d'autres soupçons se sont rajoutés à la liste. Les internautes pensent que tout ceci n'est qu'une supercherie, que Mila a loué un lit d'hôpital, que Mila n'a pas du tout accouché, que Mila a loué une chambre d'hôpital aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce que apparemment Mila avait des faux ongles et ce serait interdit. Je ne comprends pas trop, on va pas lui arracher pendant qu'elle accouche. À côté de ça, il y a aussi le fait qu'elle était beaucoup trop belle pour sortir d'un accouchement, mais comme je l'ai dit à mon copain, au pire il y a Facetune. Mais bref, un tweetos a compilé beaucoup de choses pour montrer que Mila ment. Dans un thread Twitter, il affiche toutes les photos où Mila était censée être déjà enceinte et on la voit s'afficher avec un ventre plat, on la voit boire des cocktails, dévorer un plat de sushi, fumer une chicha, faire des injections alors qu'elle devait être enceinte depuis quelques mois et que c'est pas un comportement à avoir quand on est enceinte. Mais en soi, elle vit sa grossesse comme elle veut et peut-être que ces photos ont été prises d'avant, je ne sais pas. On ajoute à ça le fait que beaucoup d'internautes pensent que le bébé est un trop gros nouveau-né et les rumeurs continuent de fuser sur les réseaux sociaux. Ilan a pris la défense de Mila sur Instagram et puis sur TikTok dans une vidéo de plus d'1 minute pour gagner de l'argent évidemment, mais bref, il a dit « Je suis choqué de la méchanceté des gens, vous avez juste le seum qu'elle soit trop fraîche après avoir accouché. Vous n'avez pas envie que les gens soient heureux. Laissez-la tranquille, vous voulez voir les gens souffrir en les mettant dans la sauce. » En soi, il défend son ami et il a totalement raison de le faire, mais ce n'est pas le seul parce que Giuseppa aussi a totalement défendu
défendu Mila en disant que son ventre à elle aussi avait poussé d'un coup du 5e au 6e mois. Elle avait ajouté « Je ne supporte pas de voir un tel acharnement alors qu'une femme vient de donner naissance. Soyez indulgents dans ce genre de moment s'il vous plaît, ça me fait mal au cœur d'imaginer subir tout ça. » Finalement, c'est Mila elle-même qui a donné quelques nouvelles directement depuis l'hôpital après quelques jours. Elle a dit que c'était très compliqué pour elle de voir son bébé pleurer et elle revient également sur le nom qui a été choisi, Manny Meki, parce qu'il est critiqué sur les réseaux sociaux. Je vous lis un peu ce que Blasting News avait mis. Elle a appelé son fils Manny comme le mammouth dans l'âge de glace. Ça me fume. Le vrai problème dans l'histoire, c'est que le gosse va grandir. En s'appelant Manny, j'y peux plus, ça devrait être légalement répréhensible. Souffrir pendant 9 mois pour appeler son fils Manny, je crie. Mila finit par répondre « Manny est son prénom, mais qui son deuxième car on hésitait entre les deux. Que ça plaise ou pas, je n'en ai rien à faire, c'est le nom de mon fils. » Celle qui se demande c'est quoi exactement le prénom de mon fils, c'est Manny. Meki, c'est son deuxième prénom. Il y a des gens, des fois, ils mettent 2, 3 prénoms. Nous, on a décidé d'en mettre 2, mais c'est vrai qu'à la base, on hésitait. C'était soit Manny, soit Meki. C'est pas Mikey, c'est Meki. Donc voilà, après que ça plaise ou que ça plaise pas... Finalement, ce sont ses amis qui vont venir lui rendre visite pour essayer aussi de faire taire les rumeurs, je pense. On a Manon Tanti, Laura Lempicka. Je vous laisse regarder la story, on en discute juste après. Absolument la même histoire que moi par rapport à mon accouchement. C'est un truc de fou. Donc on se comprend totalement, elle et moi. Team accouchement... Ouais, l'accouchement très dur. Dur. Très long. Très long. Mais bon, grâce à Dieu, tout va bien. T'es magnifique. Félicitations ma chérie, vraiment. Merci mon amour. On est à l'hôpital pour aller voir Mimo. Je suis trop contente, je Et suis trop émue. Est-ce qu'il n'y a pas une petite larme qui va couler? Moi je pense qu'on va chialer. Ouais, trop C'est sûr, mignon. on va pleurer. En plus, moi, ça me rappelle trop de souvenirs parce que Elle j'ai a accouché accouché au même hôpital, au même étage, par la même gynéco. Donc, oh là là, je suis trop émue. Oh my god. Oh, notre Mimo, maman. Félicitations bébé, ça lui va tellement bien. Il est tellement mignon. Il est Merci mes amours. toute petite crevette. J'ai eu la chance de le porter, de le bercer, doudou. Doudou, elle m'a dit. Oh doudou. Oh doudou. Je veux venir le voir tout le temps. Merci. Dès qu'elle rentre à la maison, on passe tout le temps. On lui fera manger, tout, notre petite Mimo d'amour. Oh, doudou. Il y a beaucoup de gens qui disent que ceci aussi est faux et qu'en fait Manon et Laura seraient venues sur un fond vert et auraient incrusté Mila derrière une vidéo de Mila pour tout simplement prouver qu'elle a vraiment accouché, qu'elle est vraiment à l'hôpital, mais que tout ceci ne serait qu'une invention et un fond vert. C'est ce que j'ai pu lire sur Instagram. Je pense sincèrement que les gens vont trop loin. Je ne sais pas ce que tout le monde a contre Mila à ce point, mais je trouve que c'est très grave et je l'ai dit plus d'une fois, mais je pense qu'on se rend pas compte du stress qu'elle a dû subir lors de cette grossesse. À tout le monde qui scrute absolument tout, qui dit que c'est faux, qui dit qu'elle ment, qui dit que son mari n'existe pas. Enfin, au bout d'un moment, je sais pas, elle n'a pas non plus tout inventé, ou j'espère pas, hein, si c'est le cas, elle souffre vraiment d'un gros trouble, mais je pense que ses amis l'aideraient, enfin je pense qu'il y aurait de l'aide, tu vois, et là ses amis sont juste contentes pour elle du fait qu'elle est son bébé. Donc je ne sais pas. Et je reviens sur autre chose, quand bien même elle a adopté, quand bien même elle a fait appel à une mère porteuse, est-ce que ça nous regarde? Est-ce que ça nous regarde en tant qu'abonné? Est-ce que ça nous regarde en tant que téléspectateur? Je ne pense pas. L'important est tout simplement qu'elle a son bébé, qu'elle est heureuse et que jusqu'à présent, à partir de maintenant surtout, il faudrait vraiment lui foutre la paix et la laisser vivre sa maternité comme elle le souhaite. On reparle de Victoria Meo une deuxième fois parce que je voulais revenir sur quelque chose par rapport à Vivi et Nicolo. On rappelle que Nicolo avait été accusé d'avoir trompé, je mets une énorme guillemets, Victoria avec Neverly sur le tournage du Cross. Et d'ailleurs, c'est terminé le tournage du Cross au moment où je vous parle, enfin la diffusion. Oh, il y a les apprentis aventuriers qui commencent ce soir au moment où vous voyez cette vidéo si vous avez salto. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai hâte! Mais bref, Nicolo disait pour se défendre par rapport à cette fameuse séquence câlin, il s'est rien passé avec Neverly, tu le sais très bien. Sinon, on ne serait pas rentrés tous les deux à Marseille main dans la main à la fin du tournage. Retourne faire tes featuring avec ton ex en lui faisant des radiographies à la bouche et fiche-moi la paix, bonne année. Ça c'était un peu pour vous rappeler la querelle Victoria-Nicolo sur les réseaux sociaux. Malheureusement, les gens n'étaient pas du tout du côté de Nicolo après avoir vu la fameuse séquence à la télé. Tout le monde disait, tu m'étonnes qu'elle soit allée embrasser Bastos, t'as vu le câlin qu'il a fait à Neverly. Je comprends Vivi, mais moi
moi, mon mec, il fait ça, je le quitte direct. Même pas, il repousse les avances de Neverly, donc c'est que ça lui plaît. Point. Je vous l'avais pas dit parce que j'avais pas vu au moment où je vous ai parlé de ça, mais Neverly s'était exprimée sur le sujet. Elle avait dit « Nicolo et moi, c'est juste de l'amitié. Je l'ai toujours dit que je l'appréciais depuis les 50, je garde le même discours. Il est mimi, intelligent, avec de la répartie, tu as peur. Je jouais avec lui dans le cross car qui aime bien châtie bien. Mais je savais pertinemment qu'il ne se serait rien passé, d'une part parce qu'il est en couple et je ne voulais pas du tout être en couple dans le cross. Ce n'était pas du tout ma priorité, je voulais juste gagner. Mais sachez que c'est un gars super respectueux et l'autre ne sait réellement pas ce qu'elle a perdu car c'est un mec en or. » Ça, c'était un peu pour vous recontextualiser tout ça. Aujourd'hui, on rappelle qu'ils sont toujours en guerre, donc Vivi et Nicolo. Victoria a fait plusieurs vidéos YouTube où elle mentionne Nicolo, où elle le cite, et aujourd'hui ils refont parler d'eux. Parce qu'il y a peu, Victoria a dévoilé un TikTok qui n'est pas du tout passé inaperçu. On pouvait lire sur les réseaux « Alerte ! Victoria tacle Nicolo sur une vidéo TikTok. Elle fait référence à un filtre qui ressemblerait au sourcil de Nicolo. » C'est ce qu'avait dit le blogueur Varuekos, que j'adore et que j'embrasse s'il passe par là. Je vous laisse regarder. Non, mais s'il vous plaît, regardez, attendez. Oh, c'est pas trop le filtre Nicolo. Désolée, je vous jure, j'ai même pas la mort contre lui et tout, je m'en fous. Mais genre, j'ai vu ce filtre, j'ai pleuré de rire. C'est le filtre de Nicolo. Regardez tes sourcils de Nicolo. Attendez, comment il s'active? Il a pas tout le temps les sourcils comme ça. S'il vous plaît, c'est même pas méchant. Je vous jure, la tête n'est même pas méchant parce que c'est Maïsan carrément elle m'a fait la remarque il y a pas longtemps. Il a pas tout le temps les sourcils. Effectivement, ce TikTok pour moi est assez déplacé. Je vais vous expliquer pourquoi après. D'abord, on va lire un peu ce que Nicolo a réagi. Il avait dit « Mais qu'est-ce qu'elle veut? Le buzz de son couple, pas couple avec son ex, il ne remarche pas. Du coup, elle recommence à parler de moi. » Il a rajouté « Le pire, c'est qu'elle s'attaque à mon physique. Si moi, j'avais fait un TikTok pareil, je pense pas qu'elle aurait apprécié. Et qu'elle vienne pas par la suite raconter que c'est du second degré, parce que la méchanceté gratuite masquée en second degré, ça va 2 minutes. Et bien évidemment, la vidéo dure plus d'1 minute, comme ça, elle peut la monétiser. Elle est en manque de placement de produit ou quoi? Blue, tu vas tomber !» Et ce dont j'ai fait part sur ma chaîne TikTok et sur mes réseaux lorsque j'en ai parlé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit oui mais c'est de l'autodérision, enfin c'est du second degré, c'est pas du tout l'autodérision pardon, c'est du second degré, c'est drôle, hahaha. En fait, ça aurait été drôle si ça avait été Nicolo qui l'avait fait, Vivian ou Neverly ou même moi, tu vois, ça aurait été drôle si n'importe qui l'avait fait, sauf Victoria. Victoria qui fait des vidéos sur lui, qui s'amuse à le tacler, qui s'amuse à dire que c'est un fainéant, qui s'amuse à dire beaucoup de choses sur lui, sur les réseaux, en boucle, sur YouTube, il y a des vidéos qui sont en public qui le descendent hein, quand même, il faut le souligner, elle fait beaucoup de références à lui et pas tout le temps en positif, donc refaire un TikTok par-dessus en disant hey, regardez ce filtre, on dirait mon nez, tes sourcils, hahaha, alors que lui dit littéralement qu'il est triste, qu'il vit mal la rupture et qu'il essaye de se reconstruire et que, enfin juste, il ne va pas bien de ça et qu'il faut le laisser tranquille et qu'elle ne le fasse pas. Je suis désolé, mais moi je vois ça comme un début de harcèlement et il faut faire attention parce qu'à partir du moment où quelqu'un te dit laisse-moi tranquille, c'est pas pour refaire une vidéo qui va faire des millions de vues sur TikTok en le descendant une fois de plus. Oui, ça aurait pu être drôle. Oui, le contenu de ce TikTok est drôle, mais pas fait par elle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est mon avis, on a le droit de pas être d'accord avec moi. On peut me le dire en commentaire, mais pour moi, je trouve ça un peu abusé. Selon officiel.fr et d'autres médias, très vite, les internautes ont réagi par rapport à tout ça et c'est un peu ce qui était attendu. Et on a un compte, mon exclu TV, qui n'a pas manqué de tacler Victoria en story. On pouvait lire Victoria qui est incapable d'avoir une actualité seule, utilise les réseaux sociaux TikTok pour manquer de respect une fois de plus à Nicolo Federico Ferrari, qui lui est dans son coin et ne la calcule pas. Il est fou de voir à quel point Victoria a besoin de ses ex pour exister, pour faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. À quel point elle est fade. Passe à autre chose ma chérie, car là tu es tombé bien bas en t'attaquant au physique. On pourrait faire de même avec toutes les chirurgies et tous tes faux plans pour faire de la télé ou pour faire parler de toi sur les réseaux, mais on est plus intelligent que ça, enfin du moins pour l'instant. Et c'est vrai que en plus de s'acharner sur lui, parce que pour moi je suis désolé, elle s'acharne, hein, enfin du moins c'est vraiment un début d'acharnement et j'ai pas peur de mes mots. Elle critique le physique. Pourquoi faire ça? Elle sait très bien que ça peut blesser. Oui, ça peut être drôle, mais pas quand tu es l'ex de quelqu'un et que tu sais que les deux ne sont pas en bons termes. À ce niveau-là, ce n'est absolument pas drôle. Les internautes ont d'ailleurs volé au secours de Nicolo et il a repartagé un peu tout ça dans sa story. On pouvait lire « J'ai l'impression que Victoria, elle vide ses ex. Vous avez vu le TikTok qu'elle a fait sur Nicolo? Lui ne lui donne vraiment aucune réponse de ce qu'elle attend pour se faire connaître encore plus. Or que maintenant, on s'en bat les steaks d'elle. Victoria ferait tout pour les caméras et pour le buzz. D'abord, elle fait une musique sur son ex, maintenant elle se fout de
de Nicolo sur TikTok parce qu'elle sait très bien que ça va faire parler d'elle. Quand ça touche à Nicolo, elle fait pitié. Je vous demanderai d'être le plus respectueux possible par rapport à cette actualité parce que je sais qu'elle risque de faire parler dans mes commentaires, mais s'il vous plaît, respectez juste tous les parties concernées. Finalement, c'est Nicolo lui-même qui a décidé de répondre sur TikTok avec le filtre Victoria, filtre qu'il a décidé d'associer au personnage de Victoria Meo dans Les Apprentis Aventuriers à cause de la photo promotionnelle dont nous avons déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Les amis, là c'est le filtre Victoria, je l'adore, au fond je l'adore. Attendez, pourquoi il s'active pas? Pourquoi il y a une photo de Victoria à la place de moi avec le filtre? Ah non mais c'est le filtre ça. Elle a pas tout le temps le visage comme ça, s'il vous plaît, c'est pas méchant mais... C'est pas méchant, c'est juste le président Macron qu'avant d'aller parler avec Biden aux États-Unis, il m'a dit qu'il y avait cette ressemblance. S'il vous plaît, attendez, là je rigole comme un con pour faire passer le second pour arriver à 1 minute pour monétiser. En plus, il y a les mêmes taches de rousseur que dans la photo des apprentis aventuriers, je suis pareil. Là, je suis pas encore à 1 minute, je vais pas monétiser la vidéo. Bah, tant pis, la prochaine fois, je vais faire un nouveau TikTok où vous pouvez trouver des nouvelles pics sur Nicolo dans mes vidéos YouTube. Personnellement, je pense que c'est juste un homme blessé qui essaye de répondre de la même manière dont on l'a attaqué, parce que depuis que Victoria a mis le fameux filtre Nicolo, beaucoup de gens le taclent sur ses sourcils. Peut-être que c'est sa manière à lui de répondre et de se défendre, mais de mon côté, je trouve ça quand même dommage d'attaquer quelqu'un sur le physique, même si c'est simplement pour se défendre. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à cette prise de parole et à cette réponse. Une autre actu qui a fait parler cette semaine revient sur Norman Tavo. Je voulais revenir dessus avec vous. On rappelle qu'il y a 2 mois, ce youtubeur qui est connu sous le pseudo Norman fait des vidéos était en garde à vue pour et corruption de mineurs, ce qui va me permettre de placer un trigger warning juste ici, mais je pense quand même que c'est important d'en parler. Il y a une 7e plainte qui a été déposée à son encontre le 15 décembre dernier, mais depuis, il est en liberté. On rappelle qu'avec ces accusations, la plateforme YouTube avait elle-même pris plusieurs sanctions, notamment en démonétisant la chaîne de Norman et aussi en le mettant vraiment en bas-fond, c'est-à-dire en le shadowbannant un peu. Sauf que si on en croit tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Norman n'a pas fini d'être dans des ennuis de manière médiatique parce qu'une dernière vidéo a fuité sur Twitter dans laquelle ça le met en mauvaise posture. En effet, comme vous allez le voir, il y a un homme qui s'est approché de lui dans un café ou un bar, peu importe, en étant très souriant et en faisant comme s'il était vraiment fan de Norman, sauf qu'une fois qu'il était à côté de lui, son intention était littéralement de le confronter aux accusations. Je vous laisse regarder. Ah, attends, je suis avec Norman là. Je suis avec le gros putain de Norman. Pour répéter les mots qui ont été dits, ce soir je suis avec Norman, le gros 111. BFM a fait un rappel de toute l'histoire, donc je vais le faire un peu. L'homme qui jette cette insulte à Norman fait en fait référence aux 6 potentielles victimes qu'il y a eu et à la 7e plainte qu'il y a eu en décembre. On rappelle que Norman s'est retrouvé en garde à vue comme je vous l'ai dit et qu'il a été épinglé sur les réseaux sociaux sous le hashtag Balance ton youtubeur créé en 2018 par Squeezie et une femme canadienne du nom de Maggie Desmarais qui était âgée de 16 ans au moment des faits de ce qu'elle a raconté, l'accuse une première fois de tout ceci le 8 juillet 2020 sur Instagram. Il y avait des captures d'écran de messages, etc. à l'appui et elle expliquait avoir été manipulée par Norman qui souhaitait obtenir des photos et des vidéos à caractère sexuel sur Snapchat. Norman était âgé de 31 ans à ce moment-là et suite à ça, des autres potentielles victimes ont aussi porté plainte et ont rajouté des preuves et des accusations par rapport au dossier qui existait déjà. C'est également pour ça qu'il a été en garde à vue au mois de décembre. Je rappelle que jusque-là, Norman est toujours présumé innocent et qu'il faut le rappeler également, mais c'est quelque chose qui fait toujours courir. Et pour en revenir à cette fameuse vidéo, je veux pas défendre Norman, mais je trouve ça quand même assez dégueulasse d'aller faire ceci de manière préméditée sur les réseaux sociaux pour réenvoyer une vague de haine, alors qu'encore une fois, le tribunal n'a pas à se faire sur les médias sociaux, mais bel et bien en justice. Et on rappelle qu'une enquête est en cours, qu'il y a une plainte qui a été déposée et que rajouter ce genre de vidéo, je sais pas si ça va vraiment servir. Il me remet des coups de pied, lui. Je sais pas vraiment si ça peut servir pour l'enquête. Et dans tous les cas, je trouve pas ça vraiment faisable en fait. Et c'est pas, je sais que je vais peut-être m'attirer des foudres en faisant ça et qu'il y a des gens qui vont dire ouais, mais il veut juste prendre la défense des victimes. Mais la justice est là pour prendre la défense des victimes. Et c'est pas une vidéo Twitter
leader qui va tout faire, il y a juste eu un buzz autour de ça en fait, c'est tout. Et encore une fois, ça montre aussi juste tout simplement un très mauvais exemple qui est ah bah du coup cette personne est soupçonnée et pas encore condamnée mais elle est soupçonnée et venez on va lui faire un procès sur les réseaux sociaux parce que bah, y a que ça qui marche et je trouve ça extrêmement dommage. J'espère que vous comprendrez ce que j'essaye de dire. Alors, ce dossier est un des plus gros dossiers. Il s'agit du dossier Camille Froment. Il faut à tout prix que je vous l'explique parce que vous me l'avez demandé. Par contre, vous n'aurez aucunement mon avis ou des suppositions de ma part ou peu importe à l'intérieur. Je vais tout simplement rester factuel. C'est quelque chose que vous avez certainement vu passer cette semaine, c'est le nom de Camille Froment. Pour commencer, il faut revenir sur sa rupture. Selon les médias, elle a eu une relation très compliquée avec Dadino, le père de sa fille, et ils ont décidé de rompre puis de se donner une seconde chance. Pour rappel, le couple avait déjà fait la une après des accusations de violence conjugale qui avait fini au tribunal. Rappelez-vous, je vous cite, l'ex-compagnon de Camille Froment est actuellement en mandat de dépôt sur Marseille dans l'attente de son jugement pour violence conjugale. Ce n'était pas la première fois que le rappeur lui levait la main dessus. Ils avaient une relation très compliquée, mélangeant amour et excès de violence. Courage à Camille d'avoir osé agir, agissez, stop au féminicide. C'est ce qu'expliquait Aquababe pendant la fameuse rupture. Un peu plus tard, on apprend que les deux s'étaient remis ensemble. Camille s'était remise avec lui parce qu'ils s'étaient réaffichés ensemble, notamment dans des soirées, un comportement qui avait été ultra critiqué et elle avait réagi. Elle a dit « Oui, j'étais Disney avec ma fille et son père pour ces 1 an. Et alors, vous aimeriez que je me déchire avec lui et que ma fille se retrouve une fois de plus au milieu de tout ça? Si j'avais envie de vivre une idylle cachée, sachez que Disneyland serait le dernier endroit où je serais allé. Jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais exprimé sur ma vie privée, c'est pas pour avoir besoin de me justifier comme je le fais maintenant au moindre de mes faits et gestes. » Donc c'était vraiment quelque chose qui était critiqué, mais c'était quelque chose qui dépendait d'elle, c'était son choix. Si elle voulait se remettre avec, elle a le droit. Malheureusement, ça n'a pas duré également. Les deux ont annoncé leur séparation à quelques jours d'intervalle, il y a maintenant à peu près 1 semaine. Du côté de Dadino, on pouvait vraiment comprendre qu'il a été fort par rapport à ça. Son message annonçant sa rupture a été relayé partout sur la toile. C'est le blogueur Wassim TV qui en a parlé en premier et il n'a pas manqué de repartager le message. On pouvait lire « Je suis célibataire, m'affiliez plus à cette 111. Dans quelques jours, vous allez tout comprendre. Laissez-moi tout mettre au carré et ça va bien se passer. » Alors, beaucoup de fautes d'orthographe dans cette story, j'ai même galéré à la lire, mais bon, ça m'étonne pas trop des gens de ce milieu. Avant de donner plus de détails sur cette rupture à nouveau inattendue, il nous fait un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé. Dadino, c'est un mec qui frappait Camille, mais Camille revenait toujours vers lui, mais elle ne l'a jamais assumé. Il y a environ 2 semaines, Camille a annoncé la rupture, mais est encore revenu vers lui entre temps. Et aujourd'hui, c'est au tour de Dadino d'annoncer la rupture une nouvelle fois. Pire que Kevin et Carla. Ça ne s'arrête pas là, parce que quelques heures plus tard, un audio fuite et ça concerne tout ça. On entend dedans Camille discuter avec une voyante lors d'une consultation. Un passage a particulièrement choqué et je vais citer ce qui a été dit. En fait, j'en suis à un stade où j'ai même pas les mots. Des fois, je me dis, mais en fait, je lui souhaite la mort ou un truc de fou, qu'il se fasse arrêter par la police. J'en sais rien, un truc de fou. Alors des pensées comme ça, j'en ai jamais eu de ma vie. Je vais pas vous faire écouter l'audio pour des raisons légales et dans tous les cas, on m'avait demandé aussi de le retranscrire et je ne vais pas le faire pour des raisons que moi me regardent. J'ai pas envie de faire ce genre de choses. Cette histoire d'audio fait penser à ce que Carla Moreau avait vécu il y a quelques temps par rapport à la sorcellerie et tout ça. Et quand c'était le nom de Carla, tout le monde était contre elle. Par contre, là, si je vous lis les internautes, les gens sont un peu plus du soutien de Camille. En même temps, s'il la battait, elle n'allait pas lui souhaiter un cocktail et des billets pour Ibiza. Elle a été sous emprise de cette personne. Parfois, la mort de l'un ou de l'autre semble la seule issue. Avant de l'harceler, l'insulter ou la descendre, mettez-vous à sa place, soutien aux victimes de violences conjugales. Apparemment, elle a subi des violences, tu m'étonnes qu'elle lui souhaite du mal. Alors moi, je suis pas d'accord, on souhaite du mal à personne quoi qu'il arrive, même si elle a vécu des violences, évidemment, il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup plus de gens qui la soutiennent que Carla Moreau, donc c'est pas du tout pour défendre Carla, peu importe ce qu'elle aurait fait ou tout ça, mais je trouve ça beau déjà qu'on puisse défendre Camille, mais attention, il ne faut pas souhaiter du mal aux gens. Et ça sera seulement ça que je donnerai pour mon avis pour cette actualité. Je suis désolé si ça va en déplaire à certains, mais on est sur des audios, de la sorcellerie, des choses du genre. On ne sait pas ce qui est vrai et faux. On n'a qu'une partie de la vérité. Pour l'instant, on n'a que la vérité de Dadino. Camille ne s'est pas exprimée à ce sujet. Si elle le fait d'ici mon montage, j'en parlerai en voix off. Mais pour le moment, je ne veux absolument pas donner mon avis sur ce genre de choses parce qu'on n'a qu'une partie de l'histoire et c'est quelque chose de très touchy et il y a un enfant au milieu. Donc s'il vous plaît, avant de repartager cette histoire, faites assez attention. Avant-dernière actualité, on reparle encore une fois de la famille Pélissard, donc je vais mettre un trigger warning encore une fois. Pour ceux qui savent de quoi il s'agit, vous savez très bien de quoi à peu près on va parler. De toute façon, on en parle assez souvent sur ma chaîne. Pour rappel, les parents Amandine et Alexandre Pélissard ont décidé de se lancer sur Mime. Les internautes leur sont tombés dessus parce qu'ils ne comprennent pas comment est-ce qu'ils peuvent faire ça alors qu'ils ont été connus de par une famille et non un couple. Donc il y a un élément qui a particulièrement choqué parmi tant d'autres, notamment dans la vidéo de Jérém Star, le fait qu'ils annoncent que lorsqu'ils tournent leur tournage X,
il y ait des photos des enfants derrière, le matos dans le canapé, tout ceci, tout ceci. Amandine était revenue sur ça comme je vous l'ai expliqué dans un des STT. Quand Jérém affirme face caméra qu'Alexandre et moi étions nus, c'était juste pour pimenter la scène, on n'était pas nus. Quant aux photos de famille, je reconnais que c'était limite. J'ai décidé de les flouter quand nous filmons nos contenus. C'était pour rappel, je suis désolé, je sais que beaucoup en ont marre d'entendre ça. D'habitude c'est Maëva Guénam, pour une fois on n'en parle pas, donc deux poids deux mesures, soyez heureux. Une autre situation qui est beaucoup critiquée est par rapport aux enfants, donc Léo, le fils aîné, était revenu sur tout ça. Il avait fait une mise au point dans TPMP en disant qu'il était au courant, que ça dérangeait pas et que ses parents faisaient bien ce qu'ils veulent. Une autre critique, un acte de ce à quoi les Pélissard avaient aussi répondu. Ce que nous faisons n'a rien à voir avec de la prostitution, mais nous sommes des travailleurs du sexe. C'est légal et reconnu par l'État. Nous payons des impôts et l'URSSAF comme de bons entrepreneurs. Il y a eu plusieurs passages sur TPMP que je peux pas vous montrer, mais pour vous la faire simple, il y a eu beaucoup de critiques parce qu'elle ne laissait pas les gens parler, parce que elle est revenue énormément de fois, 4 en tout. Elle a aussi été face à une psychanalyste qui a voulu lui expliquer des choses, mais c'est aussi monté, enfin le ton est aussi monté, c'est devenu vraiment des clashs, mais apparemment la psychanalyste elle n'était pas vraiment très bienveillante non plus, donc vraiment discutable ces séquences TPMP, mais encore une fois, est-ce que TPMP n'est pas juste là pour faire du buzz? Mais la famille Pélissard aujourd'hui ne semble pas du tout prête à faire machine arrière, bien au contraire. Selon le média Jean-Marc Morandini, une société de production leur a fait une offre qu'ils n'ont pas pu refuser, et c'est la raison pour laquelle Amandine Pélissard et son mari ont accepté de tourner leur premier film pour la société Jackie et Michel TV. Ils sont d'ailleurs pas les seuls parce qu'un autre candidat, Charles, a fait également partie de ce tournage. Évidemment, je précise quelque chose que la famille Pélissard a précisé aussi, c'est qu'ils n'étaient que 2 lors du tournage avec les caméramans et que ça fait partie de leurs règles. Il y a beaucoup de gens qui critiquent et disent qu'ils utilisent seulement le buzz du moment et leur nom pour faire parler aussi sur leur site. Et que là, on n'est plus sur un média privé, mais sur un endroit où les enfants peuvent tomber dessus, parce que je rappelle que la loi pour les moins de 18 ans n'est pas encore là, enfin la loi, le règlement pour les moins de 18 ans n'est pas encore là et sera là principalement au mois de septembre. Donc pour le moment, c'est quand même assez grave, il faut le souligner, mais ils se défendent de tout en disant que les enfants n'ont pas accès à ça, qu'ils ont juste accepté un cachet, que c'est arrivé une fois, qu'on ne sait pas si ça va réarriver et que pour eux, c'est bien niveau professionnel parce qu'ils passent de plateforme à un film en bonne et due forme. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. La famille Pélissard ne cesse de faire parler et je pense sincèrement que même moi, je risque d'en reparler très prochainement. J'espère que vous en avez pas marre et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Dernière actualité de Mix The Tea avant de passer à la découverte de la semaine, on va revenir sur Aquababe ou Anis comme vous préférez. Ça concerne l'affaire Aquababe et Maes. On rappelle que c'est une guerre et je mets des guillemets parce que pour moi ça va plus loin que ça, qui a débuté en 2018. Aquababe avait lancé des rumeurs sur la sexualité du rappeur Maes sans vraiment le connaître. Ce dernier n'avait pas du tout accepté ni apprécié ces rumeurs. Il aurait donc kidnappé Aquababe bien plus tard et il y a une vidéo qui est sortie par rapport à ça. Il y a eu des et tout ceci, il y a eu plein de vidéos qui sont sorties, j'ai pas envie de les réafficher et j'ai pas envie de tout rappeler dans les détails, je vous laisserai parcourir ma chaîne, mais pour le moment j'ai pas envie de le faire, vous allez comprendre pourquoi juste après. Aujourd'hui, il semblerait que Aquababe ne semble pas en avoir fini avec Maes, parce que le lundi 6 février, le blogueur a publié une story que je vous lis. J'arrive sur Paris, je compte vous sortir sincèrement des informations concernant le rappeur Maes. Ça vous dit? Pas de fake news poto. La zone est quadrillée, ne vous inquiétez pas. Aquababe est très bien entouré désormais. C'est le jeu, tu es connu, j'ai du scoop. Eh bien let's go, la rue, la vraie, on va se croiser pour de vrai et très vite. Des provocations qui sont absolument pas passées inaperçues lorsqu'on sait que Aquababe a vécu un enfer de par cette personne et Maes avait répondu: magnifique, attends-moi bien, Paris ses petits frérots, ramène le plus fort de ta sécu et arrête de mentionner. Et en fait, beaucoup de gens disent mais pourquoi est-ce que Anis va là-bas? Pourquoi est-ce qu'il veut revivre ça? Parce qu'il est allé à l'endroit où il s'était malheureusement fait agresser. Et il y a beaucoup de gens qui disent est-ce que c'est à cause de tous les plateaux télé qu'il a fait? Parce qu'il est passé dans TPMP, il est passé sur Aja, il est passé à plein d'endroits différents où on lui a rappelé ses traumatismes. Il y a des médias qui l'ont remontré les vidéos, qui l'ont tout rappelé dans les détails. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo que moi j'ai faite, en psychologie, ce genre de choses, ça peut être très grave, ça peut faire remonter des traumatismes, ça peut réouvrir des blessures qui n'étaient déjà pas vraiment fermées d'après ce que j'ai pu comprendre quand j'en ai parlé avec lui. C'est des traumatismes et des chocs qui malheureusement peuvent refaire surface et provoquer des comportements de ce type, des comportements qui peuvent même être beaucoup plus graves et qui peuvent pousser à des actes dont vous ne voulez même pas entendre parler. Beaucoup de psy avaient d'ailleurs commenté ma vidéo écrivant que lui faire parler de ça encore et encore et lui faire revivre ce genre de traumatisme peut s'avérer très
très dangereux. Ce n'est pas tout, parce que d'autres choses sont sorties sur Instagram et on apprend 3h52, Aquababe est en garde à vue. C'est allé trop loin. Stop s'il vous plaît, il y a des avenirs en jeu, là il a toute la vie devant lui. Anis voulait se venger de son kidnapping et il s'est fait arrêter il y a 20 minutes. Après quoi on apprendra, update, Anis Aquababe toujours en garde à vue. Il va passer en comparution immédiate ce matin. Nous vous expliquerons tout ce qu'il s'est passé dans sa tête. Certaines séquelles peuvent être irréversibles et peuvent complètement changer un être humain. Il y a eu un trop plein avec cette histoire, les interviews, les vidéos, l'équipe Aquababe vous tient au courant. Merci. Et c'est ce que je dis, on ne pouvait pas faire revivre toute l'histoire à Anis. On ne pouvait pas lui remontrer des vidéos. On ne pouvait pas lui redire dans le détail, donc il t'a fait ça à telle date, il t'a fait ça à telle date. Il y a eu des rumeurs de ça, de ça, de ça, de ça. C'est beaucoup trop de détails pour une seule personne qui a vécu ces choses. J'ai vu des vidéos que vous n'avez pas vues, je les ai vues circuler sur des médias que vous n'avez pas vues et heureusement, et moi j'ai été signalé à chaque fois, il n'y a pas que la vidéo qui est sortie de manière super buzz en mode waouh, regardez, il s'est fait. Il y a d'autres vidéos beaucoup plus graves et honnêtement, ce qu'il a vécu, je le souhaite vraiment à personne et je suis sûr à 100% que les blessures sont très loin d'être fermées, qu'il faudra des années pour les fermer et lui faire revivre ça en boucle encore et encore ne fait que traumatiser en fait dans son inconscient, même s'il dit ouais aujourd'hui ça va mieux, j'en suis guéri, dans son inconscient ça travaille et la preuve en est qu'il a voulu se venger alors que il n'y a pas lieu d'être et qu'une enquête devrait être en cours. Et par contre, quelque chose aussi qui a été critiqué, c'est que toutes les vidéos qui sont sorties, Maes n'a rien eu. Ou du moins, on n'est pas au courant. Par contre, Aquababe, il s'est fait arrêter tout de suite. C'est quoi ce bordel? Finalement, c'est Aquababe lui-même qui sera revenu en story après ça, une fois être sorti de garde à vue. Je vous laisse écouter parce que je pense que ça parlera mieux que moi. C'est moi qui l'ai cherché, mais c'est quand même une bonne raison. Une vidéo de kidnapping qui sort, c'est humiliante, je suis en sang et tout, voilà quoi, j'en peux plus. En tout cas les amis, vous inquiétez pas, je suis bel et bien sorti pour vice de procédure et je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait 4 voitures, d'accord? 3 voitures, ils possédaient des armes, des vraies armes, hein. On parle pas d'Opinel 12 ou de je sais pas quoi, c'était vraiment un truc de fou. Mais la voiture numéro 1, parce que c'était comme un espèce de convoi, donc il y avait la voiture numéro 1 où j'étais dedans et 3 voitures qui suivaient derrière. Bah dans la voiture numéro 1, il n'y avait absolument rien, d'accord? Il y avait que mon chargeur, mon téléphone, mes cigarettes, mon porte-monnaie, mes lunettes et basta. Je suis fatigué de cette histoire parce que pour être honnête, normalement c'est pas moi qui dois sortir pour vice de procédure à 21h alors que de base je devais passer en comparution immédiate mais qu'ensuite après ils m'ont laissé croupir dans une garde à vue. Je suis fatigué, pour être honnête, je suis fatigué et clairement c'est pas fini. J'aimerais vraiment avoir votre avis par rapport à ça dans les commentaires, sans reparler du trauma dans les commentaires. Chaque personne qui citera des détails du trauma dans mes commentaires sera supprimée, non pas bannie, hein, mais ça sera supprimé. Mais s'il vous plaît, ne lui faites pas revivre ça encore une fois, parce qu'on ne sait jamais, il peut tomber sur cette vidéo. En plus, on a déjà été en contact, donc oui, il est possible qu'on lui envoie la vidéo ou peu importe. S'il vous plaît, ne lui faites pas revivre ça. Il faut penser à la santé mentale des personnes, c'est très important et primordial. Tout mon courage à Anis s'il passe par là et on espère que malgré tout, des années plus tard, ça ira quand même mieux par rapport à ça. Pour ma découverte de la semaine, je voulais revenir avec vous sur la dernière vidéo de JujuFit4, vidéo qui fait énormément parler, mais qui permet d'ouvrir un bon dialogue. Je vais mettre un trigger warning pour les personnes qui souffrent de TCA juste ici, donc de troubles du comportement alimentaire, parce que la vidéo de JujuFit4 revient sur son anorexie. J'avais envie de la mettre en avant, la raison étant que les messages à l'intérieur sont très importants, que je vous conseille vraiment cette vidéo, qu'elle m'a littéralement fait pleurer et que j'espère qu'elle ouvrira les débats et les sujets sur beaucoup plus de choses que juste « Oh, tu es maigre, tu es anorexique ». Elle revient sur son histoire, elle revient sur ce qu'elle a vécu, elle revient sur le processus de tout ce qu'elle a fait pour pouvoir s'en sortir, que c'était propre à elle-même évidemment, mais ça donne beaucoup de clés, j'ai l'impression, pour les personnes qui souffrent de TCA. La vidéo sera donc dans la barre d'infos, c'est un très beau travail et un très beau message qui a été passé. Je remercie JujuFit4 d'ouvrir le dialogue sur plusieurs sujets en ce moment et je pense que c'est pour ça qu'elle est beaucoup dans mes découvertes de la semaine, c'est parce qu'elle ouvre vraiment des bons dialogues sur le harcèlement, sur maintenant les TCA et j'ai hâte de voir la suite. J'avais envie de partager cette vidéo avec vous. Je vous laisse un petit moment d'1 minute comme d'habitude et si la vidéo vous intéresse,
l'adresse, elle sera dans la barre d'infos. Ras-le-bol aussi d'avoir cette espèce de cliché de parce que t'es sportive ou parce que t'as eu des TCA ou parce que t'as décidé de manger sainement, ça veut dire que t'es complètement obsédé par la bouffe, mais pas du tout. Déjà, premièrement, manger des aliments bruts, manger sainement, manger fait maison, etc. Ça peut être méga kiffant, donc on va tout de suite enlever ce cliché de vos têtes. Et à un moment donné, il faut bien prendre conscience aussi quand même que l'alimentation, c'est votre carburant, mais c'est aussi votre santé, ok? Encore une fois, quand on parle de manger sainement, on ne parle pas de physique. On ne parle pas uniquement d'un aspect physique du corps et du côté il faut être hyper sec, hyper musclé, hyper machin. Non, on parle simplement de ce qui transite à l'intérieur de votre corps, ce qui circule à l'intérieur de votre corps et ce qui va être plus ou moins bon pour votre santé. Évidemment que c'est mon but également parce que je le vois parfois. On va me dire oui, il faut pas trop axer sur le côté toujours manger sainement, etc., etc. Et puis il y a des aliments, même s'ils sont pas bons pour la santé, il faut pas forcément les analyser autant et dire que c'est pas bien d'en manger, machin. C'est une vérité. Je ne peux pas non plus mentir. Et ça, qu'il y ait eu l'anorexie ou pas l'anorexie, c'est qu'à un moment donné, j'ai aussi fait mes études en nutrition, j'ai aussi étudié la nutrition et évidemment qu'il y a des choses qui sont moins bonnes pour votre santé. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre émission préférée du dimanche, votre émission hebdomadaire qui revient sur l'influence, la société et plein d'autres choses finalement parce qu'on fait beaucoup de parallèles et on essaye vraiment de parler de tout et rien, toujours avec des messages de prévention et beaucoup de respect. J'espère que vous n'entendez pas Blue respirer dans le micro, mais même, que voulez-vous? Avant de terminer l'émission, comme chaque semaine, tradition, on va mettre l'emoji du drapeau du Canada dans les commentaires. Pourquoi? Parce que JujuFit4 explique dans sa vidéo que c'est vraiment le Canada qui lui a permis de vivre une renaissance et aujourd'hui il me semble qu'elle y est, je sais pas si elle y sera encore au moment où l'émission sort, mais tout ça pour dire que pour moi ça mérite d'être l'emoji de la semaine pour cette émission, donc bravo à JujuFit4 pour son parcours parce que j'aime bien faire ma conclusion par rapport à la découverte de la semaine et évidemment je salue toutes les personnes qui me regardent du Canada parce que je sais qu'il y en a énormément et croyez-moi j'aimerais bien vous rendre visite un jour. Tout ça pour vous dire, mettez le drapeau du Canada dans les commentaires si vous m'avez écouté jusqu'ici, n'oubliez pas de liker l'émission si jamais vous voulez la soutenir, c'est vraiment le meilleur moyen de commenter avec le hashtag MTT en me disant quelles ont été vos actualités préférées. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui se sont affichés à l'introduction et à la conclusion pour me taguer dans les différentes actualités que vous voulez voir être traitées sur mon émission. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on arrivera cette année, j'en suis convaincu, aux 50 000 abonnés. Vous êtes des amours, tous ensemble nous grandissons et je trouve ça très beau et comme me l'a dit ma psy, nous sommes tous des stars et nous sommes tous incroyables. Je vous aime, merci pour votre fidélité et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Mix the Tea. Et lui s'en va là, genre il a attendu la fin et ça y est il s'en va. Au revoir Blue. Vu que je suis maintenant seul sur ce canapé, je vais vous dire un petit peu d'amour. Je vous aime d'amour, on se retrouve la semaine prochaine. Bye guys.